Dans cette vidéo, nous allons, à l'aide du groupe des icosions I tilde, paver l'hypersphère S3 par 120 dodécaèdres et identifier le quotient de S3 par I tilde à la variété dodécaédrique de Poincaré. Nous allons pour cela nous servir du graphe de Cayley de I tilde que vous voyez en ce moment à l'écran et que nous avons présenté en détail dans une autre vidéo. Rappelons simplement ici que les icosions forment un sous-groupe à 120 éléments du groupe des quaternions unités, c'est-à-dire de la sphère unité S3 de R4, que ce sous-groupe est engendré par 6 éléments d'ordre 10, que chaque sommet du graphe de Cayley associé à ce système de générateurs correspond à un icosion, et que chaque arête correspond au passage d'un élément du groupe à un autre par multiplication à droite par l'un des 6 générateurs, auxquels on a associé les 6 couleurs jaune, orange, vert, bleu, blanc et rouge. Ce graphe se plonge naturellement dans S3 et ce que nous voyons ici est son image dans R3 par une projection stéréographique dont nous faisons maintenant varier le pôle pour le fixer finalement en -1. Pour obtenir un domaine fondamental de l'action de I tilde sur S3, il suffit de prendre l'ensemble des points de S3 qui sont situés plus près d'un point, disons 1, que de tous les autres points de son orbite par I tilde, c'est-à-dire ici des 119 autres icosions. Un tel domaine est appelé domaine de Dirichlet. On peut vérifier qu'il s'agit en fait simplement des points qui sont plus proches de 1 que de ses 12 voisins immédiats dans I tilde. L'ensemble des points équidistants de 1 et de l'un de ses voisins est une grande sphère qui divise S3 en 2 boules identiques, dont l'une contient le point 1. Et le domaine de Dirichlet, intersection des 12 boules contenant 1, est donc un polyèdre sphérique à 12 faces, autrement dit, un dodécaèdre sphérique. Nous pouvons maintenant visualiser l'action sur ce domaine fondamental de l'un des générateurs de I tilde, que nous allons appeler A. Cette action envoie notamment la face jaune inférieure sur la face jaune supérieure en lui faisant subir un dixième de tour. Arrêtons-nous là un instant. Nous reconnaissons l'une des identifications définissant l'espace dodécaédrique de Poincaré. Les actions des 5 autres générateurs et des 6 inverses sont similaires, tandis que tout autre élément de I tilde disjoint complètement le dodécaèdre fondamental de lui-même. Ainsi, le quotient de S3 par I tilde est homéomorphe au quotient du dodécaèdre par les identifications de faces opposées après une rotation d'un dixième de tour, c'est-à-dire à l'espace dodécaédrique de Poincaré. Le pavage de S3 que nous nous apprêtons à décrire est donc une réalisation tout à fait concrète du pavage abstrait du revêtement universel de cette variété que nous aurions pu construire abstraitement en partant du dodécaèdre et des règles d'identification de ses faces. Le générateur A est d'ordre 10. Les images successives du dodécaèdre initial par les puissances de A vont donc former une chaîne de 10 dodécaèdres centrés en les 10 points de I tilde correspondants. Ici, la 5e puissance de A, égale au quaternion -1, est le pôle que nous avons choisi pour la projection. C'est pourquoi les dodécaèdres, tous identiques dans S3, apparaissent ici de plus en plus gros, jusqu'à englober carrément l'infini, pour ensuite décroître à nouveau. Nous n'avons pu représenter ici que les arêtes du dodécaèdre à l'infini, pour ne pas cacher tous les autres. Changeons donc le pôle de la projection stéréographique.
Nous avons maintenant un vrai collier de dodécaèdres, enfilé sur le cercle jaune que voici, sur lequel sont régulièrement répartis les 10 itérés de A. Il s'agit d'une première orbite de l'action de A sur I tilde. Il y en a 11 autres, disposées, elles aussi, sur 11 cercles. En voici une, avec les arêtes du graphe de Cayley la reliant à la première, et le cercle sur lequel elle se répartit, et sur lequel vont venir s'enfiler les 12 nouveaux dodécaèdres, qui auront donc chacun 2 faces en commun avec la première chaîne, une orange et une rouge. Comme cela fait beaucoup de couleurs, nous allons dorénavant colorier en jaune la chaîne de dodécaèdres ayant pour âme le cercle jaune, et faire apparaître les 10 nouveaux dodécaèdres en bleu, couleur de leur âme. Parmi les orbites de l'action de A, 4 autres se répartissent de la même façon sur des cercles de Villarceau, d'un même tore ayant pour âme le cercle jaune. Il leur correspond les 4 nouvelles chaînes de 10 dodécaèdres que voici. Cinq autres orbites se répartissent de façon similaire sur 5 cercles de Villarceau, sur un tore plus gros. Rappelons comment l'un de ces cercles était relié au cercle précédent dans le graphe de Cayley pour comprendre comment les nouveaux dodécaèdres vont venir s'imbriquer dans cette figure. Un nouveau cercle, ici le blanc, est relié à 2 anciens, ici bleu et rouge, par des arêtes de 4 couleurs. Chaque nouveau dodécaèdre blanc va donc avoir 4 faces en commun avec les anciens. Faisons réapparaître les 3 colliers manquants de la première série de 5 et ajoutons les 4 nouveaux colliers, identiques au blanc, de la nouvelle série de 5. Il ne nous manque donc plus qu'une chaîne de 10 dodécaèdres, 9 s'encastrant parfaitement dans le tunnel dans lequel nous sommes en train de nous engouffrer. Et le dernier, le 120e en tout, occupant tout le reste de l'espace. Pour mieux visualiser cet encastrement, partons maintenant au contraire de la chaîne jaune et voyons comment les 5 chaînes voisines s'enlacent autour. Nous avons privé chacune de ces 2 plus gros dodécaèdres, sinon on ne verrait plus rien. Ces 6 fois 10 dodécaèdres, en comptant ceux que nous avons omis, forment un tore plein, légèrement anguleux, dans la sphère S3. Les 6 fois 10 autres forment un autre tore plein. Et la sphère S3 est la réunion de ces 2 tores pleins. En d'autres termes, nous avons affaire à un scinnement de Heegaard polyédral de S3 de genre 1. Contrairement aux apparences, ces 2 tores pleins sont complètement identiques dans S3. C'est le choix de la projection stéréographique qui fait paraître l'un beaucoup plus grand que l'autre. Pour avoir une figure plus symétrique, changeons donc de pôle. Nos 2 chaînes jaunes apparaissent alors identiques. Revoyons maintenant l'enlacement des 5
chaînes autour de chacune des chaînes jaunes. Voici les 5 premières. Cette fois-ci, nous avons mis le pôle au centre d'une face commune aux 2 tores pleins, face appartenant à la chaîne rouge du premier paquet. On n'a dessiné que les arêtes du dodécaèdre rouge auquel cette face appartient. Si on éloigne un peu le pôle de projection de ce premier tore plein, on peut visualiser le dodécaèdre manquant. Ce dodécaèdre manquant occupe donc tout le demi-espace du fond. Voici notre premier tore plein de 60 dodécaèdres, dont on voit bien le genre. Et son complémentaire est strictement identique. Voici donc la situation autour de la deuxième chaîne jaune. Le pôle de projection, qui était au centre d'une face rouge du premier paquet de 60 dodécaèdres, est aussi au centre d'une face blanche du second. Voici le dodécaèdre correspondant si on bouge un peu le pôle. Et voici maintenant nos 2 tores pleins identiques, dont l'union, sans oublier les 2 dodécaèdres qui touchent l'infini, remplit l'hypersphère. Revenons pour finir à la projection initiale et effaçons toutes les faces pour admirer le 1 squelette complet de notre pavage. Ces 120 dodécaèdres qui pavent S3 sont les projections radiales sur S3 des 120 faces d'un polyèdre ou polycore régulier de R4 que l'on appelle simplement le 120 ou plus savamment l'hécatonicosaccore. Le graphe de Cayley de Itilde, dont nous nous sommes servis pour décrire ce pavage, est le 1 squelette du polycore dual, l'hexacosicore, plus communément appelé le 600.